Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission et merci pour votre fidélité. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. En islam, la dignité, al-karama, n'est pas un concept abstrait. Elle structure la vision coranique de l'être humain. Le Coran ne dit pas les croyants, mais parle de fils d'Adam. La dignité est universelle, antérieure à la foi. La dignité se révèle là où l'humiliation frappe, là où certains humains deviennent invisibles. Dans cette émission, nous interrogerons la dignité comme principe. Elle explique notre histoire et interroge nos relations au quotidien. Vous avez certainement vu des scènes spectaculaires dans lesquelles des militants ont déboulonné des statues de personnages esclavagistes. C'est une forme de restauration de la dignité des peuples. La journaliste, réalisatrice et auteure Dorothée Myriam Kellou a travaillé sur les blessures de la mémoire. Elle est avec nous ce matin. Elle s'est posé cette question, mais que faire des statues coloniales dans l'espace public et comment donner place à la mémoire des anciens colonisés? Elle nous répondra à ces questions. Ici, nous parlons de passé, mais aussi de présent, des injustices quotidiennes dans la rue, sous nos yeux. Les militants associatifs le savent, notamment ceux de l'association La Rue Tourne. Eger Barkati, Youssef El Haddad sont aussi avec nous ce matin. Dignité, j'écris ton nom, c'est le thème de notre émission de ce matin. Mais avant d'aller plus loin, écoutons le professeur des universités Bertrand Badi. Il nous parle d'humiliation. Personne n'est à l'abri d'être humilié, de ce sentiment qui consistera à penser que l'autre porte sur vous un regard méprisant, ne le considère pas, ne le reconnaît pas. Vous savez, à la base du jeu social, il y a la reconnaissance. À la base de la reconnaissance, il y a quoi? Dire, accepter que l'autre existe, que l'autre a des droits et des aspirations, que ces droits et ces aspirations sont égaux aux miens, et qu'enfin, la relation sociale crée une altérité, et que cette altérité est non seulement pour vous source de devoir, mais source d'enrichissement. Si ce jeu-là ne s'accomplit pas, eh bien, il y a un risque que tout individu peut se sentir humilié. Ce comportement social d'humiliation débouche sur une mobilisation. Cette mobilisation peut aboutir à des violences collectives, jusqu'à l'aversion, la haine et peut-être la rage. Le racisme, c'est la forme absolue de l'humiliation, puisque ça consiste à dire que l'autre m'est totalement extérieur. Et non seulement qu'il m'est totalement extérieur, mais qu'il m'est totalement inférieur. Rappelez-vous la diabolique formule de Jules Ferry distinguant entre les races supérieures et les races inférieures. Ça a été la source d'un drame absolument épouvantable qui est la verticalité du monde, la hiérarchie de l'humanité, là où au contraire l'humanité n'a de sens que si elle est une. Beaucoup de militants dans le monde ont décidé de déboulonner des statues de personnages à cause de leur rôle dans les pages sombres de notre histoire. Avec vous, Dorothée Myriam Kellou, vous semblez avoir un problème avec une statue particulière. Laquelle? Racontez-nous. Je ne sais pas si j'ai un problème. En tout cas, c'est une statue qui interroge. C'est la statue du sergent Blandan, qui est donc historiquement le héros de la conquête coloniale de l'Algérie et qui était aussi le fantôme de mon père en Algérie, qu'il croisait enfant à Boufarik et qu'il a retrouvé à Nancy, où il s'est installé, puisque beaucoup de ces statues ont été rapatriées, entre guillemets, en France, après l'indépendance de l'Algérie. À votre avis, vous ramenez l'existence, la persistance de cette statue, connue quand même comme étant celle de quelqu'un qui a agi très mal dans l'histoire. Comment vous expliquez le maintien de ces statues? C'est une question qu'on peut se poser. Le sergent Blandan, il est un peu un illustre inconnu aujourd'hui. Il a été célébré par le général Bugeaud à l'époque, au XIXe siècle, notamment pour son courage face à une horde de cavaliers arabes qui avaient attaqué le sergent Blandan. Et le sergent Blandan a refusé de déposer les armes. Il avait dit qu'il se battrait jusqu'à la mort. Et donc, il a été mortellement blessé par le cheikh Badawi. J'ai retrouvé le nom de celui qui l'a mortellement blessé en Algérie, en allant à Boufarik, en allant enquêter sur cette mémoire. Et une mémoire, finalement, dont mon père ne me parle pas et ne me parlait pas, mais aujourd'hui, il s'est ouvert.
Et après, je dirais, près de 40 ans de silence, il est capable de raconter finalement le trauma de l'époque coloniale, de la guerre d'indépendance qu'il a vécu enfant et qui l'a tant marqué. Et finalement, cette terreur qu'il retrouvait dans ses cauchemars, qui ressurgissait la nuit, se cristallisait aussi dans cette statue qui lui faisait peur enfant. Parce que lui voyait un fantôme. Parce que dans l'islam, ce qu'il me disait, c'est qu'on ne représentait pas l'humain. Et donc, pour lui, c'était un homme, c'était un fantôme, mais de plus de 3 mètres de haut sur un piédestal de 4 mètres. Et donc, il en a eu très, très peur. Et il s'est dit, mais qui continue à me pourchasser? Et il a fallu nommer le fantôme pour s'en libérer. Le trauma, l'humiliation, les souffrances changent d'époque, mais la souffrance et l'humiliation continuent quand même à fonctionner. Vous êtes l'un et l'autre acteurs de la société. Comment vous vivez justement ce trauma, ces souffrances auprès des hommes et des femmes, auprès de qui vous apportez de l'aide, vous apportez votre soutien? À vous, Youssef Belhaddad. On est là déjà pour écouter leur récit, leur trauma. Chose en fait que malheureusement certains acteurs de la société ne font pas. Lorsque nous on réalise donc nos maraudes, donc qui ont lieu 2 fois par mois, concrètement ce qu'on fait c'est qu'on donne du temps, on donne un espace pour que le public que nous rencontrons, donc des sans-abri, puisse s'exprimer. Alors ils ont le choix de s'exprimer sur leur trauma ou non. Au bout d'un certain temps, il y a une relation de confiance qui s'installe et c'est vrai qu'on a droit donc à leur récit qui nous prennent aux tripes. Je pense qu'Agi aussi, elle peut témoigner de cela. Je pense que le trauma, il est là. Il n'est pas toujours visible et des fois, il ne se dit pas. Pendant des mois, il ne va pas se dire. Pendant des années, il ne va pas se dire. Et il y a des moments où, en un clin d'œil, en une rencontre, en un regard, le trauma, il va être déversé dans un torrent immense qui nous chamboule aussi, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un inconnu nous délivre ces traumas de cette manière-là. Et ça nous remet forcément en question en tant qu'être humain. Comment on reçoit et comment nous aussi on peut partager nos traumas, parce que finalement, l'idée, c'est d'avoir une relation qui est bilatérale, sans hiérarchie. Et je pense que passer par le trauma, ça rend la relation tout de suite plus profonde. Et c'est des fois même pas une question de confiance, parce que ça peut se faire d'un coup. Et il faut être prêt à le recevoir. Agi et Youssef, vous êtes membre d'une association qui s'appelle La Rue Tourne. Ouais. Comme la vie d'ailleurs, elle tourne. Et vous semblez nous avoir dit que c'est au cours d'une exposition de photos que ces sans-abri que vous suivez ont été interpellés, intéressés. Comment ça s'est passé? Youssef ou Agi? Alors, la base de l'asso, effectivement, c'est ça, c'est de redonner des visages et des histoires. Moi, ce qui m'a tout de suite intéressée, c'est de comprendre comment autant de personnes finissaient à la rue aujourd'hui. Et j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas de profil type. Ça peut être nous, là, autour de cette pièce. Ça peut être les personnes qui sont sur ce plateau aussi, malheureusement, des membres de notre famille. Et j'ai voulu raconter des histoires. Et justement, peut-être en y posant le regard, essayer de dénouer des traumatismes. Parce que comme le disait Dorothée, on a beaucoup d'anciens militaires à la rue, d'anciens légionnaires. Donc il y a des traumas qui sont profonds à un point où on se... J'ai même appris qu'un chercheur, un ingénieur au CNRS se retrouvait... disons par terre, c'est le cas de le dire. Ouais. Tout à fait. Il y a des professeurs de lettres, il y a des personnes qui parlent 13 langues. On est vraiment dans un moment qui est irréel par moment quand on est dans une rencontre. Et ce miroir-là, il est hyper perturbant puisqu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous, êtres humains, on a raté? Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que les politiques ont raté pour que des gens si talentueux, si intelligents, si motivés pour certains, parce que voilà, on dit sans-abri, mais c'est pas que ça. Certains choisissent de ne pas détourner le regard. Nous avons suivi Youssef et ses amis sur le terrain pour comprendre la problématique de la dignité. Regardez ce reportage signé Nawal El Hamouchi. Depuis 10 ans, l'association La Rue Tourne maraude dans les rues de Paris. Bonjour. On a du café chaud et des vêtements chauds. Est-ce que vous voulez? Dedans, il y a une polaire, un sous-pull thermique, bonnet, gants pour le cou. C'est bon. Youssef est l'un des plus fidèles bénévoles. Et alors, Hassan, et t'es de quelle origine, Hassan? Algérie. Moi aussi. Où ça, en Algérie? Après l'Europe. Bahran. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé? Ouais, ça fait longtemps. Ah ouais.
J'ai jamais fait Wahran. Ce coin-là, apparemment, c'est quelque chose. Tu m'as dit un tapis de sol. C'est tout? Est-ce que tu as un téléphone? Merci. Hassan, t'as mes coordonnées? Ça va. Ciao, ciao. On va aller au Forum des Halles. On va faire le tour du forum et puis on va voir les sans-abri que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas aussi. On fait souvent de nouvelles rencontres. Donc voilà, ça va être ça là pendant 2h30, 3h en gros. Au fil des maraudes, des liens se sont tissés, comme avec Saïd, à la rue depuis une vingtaine d'années. J'ai un cadeau pour toi de la part de Elias. Ouais. Elias, Il mon était comme neveu. ça, il est comme ça maintenant. Oui, c'est pas, tu l'as vu à l'événement. Merci infiniment. Oh, magnifique. Cette maison là? Non, non, pourquoi là? Non. Non, moi pour que je puisse le sentir. Ah, Attends. Ok, ouais, ils sont bons. ça sent... Ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Ah, merci. Il est pas mal. Bon. Merci à l'association. Grâce à eux, regardez. Ça C'est leur Noël en manque le moral. On est plus triste après. Cadeau de Noël, cadeau de la nouvelle année. Ouais. Un peu tout, quoi. Eh, le Maroc, là, la Coupe d'Afrique, t'en as pensé quoi? Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'arbitrage et du vol? Je sais pas, le pull anti-loupé. C'est comme si qu'il lui a fait une passe. Il lui a dit tiens, prends le ballon. ouais. Bah, que le meilleur gagne, moi. C'est eux qui gagnent des millions, c'est pas moi. Ouais, mais bon, c'est t'as clair. pu faire un peu, tu vois. Ah, ouais. Bon, Salut. dis-moi, toi aussi. Derrière ces visages se cachent des histoires, comme celle de Daniel. Oui, honneur et fidélité. Et donc ça, c'est l'emblème de la Légion étrangère? Oui, oui, oui. Ok. Il y a vraiment un hymne? Attends, on va voir. Il y a un hymne pour la Légion? Oui. Est-ce que je mets la musique ou pas? Si c'est trop, je mets pas la musique. Ah oui. La Légion étrangère. Les souvenirs. 5 ans, t'as fait là-bas? 5 ans? Oui, 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 oui. Daniel, à la prochaine. Ciao, ciao. J'étais vous. L'objectif, c'est d'échanger avec ces personnes, de montrer qu'on les considère, qu'on les voit. Nous, on s'arrange pour jamais être dans une position en fait, de supériorité, parce que c'est des personnes qui subissent beaucoup de maltraitance institutionnelle. Quand elles vont dans des lieux, elles sont maltraitées. Quand elles rentrent dans un commerce, on les regarde mal. L'objectif, c'est vraiment de les regarder avec bienveillance, d'échanger avec eux. Et là, on a célébré les 10 ans autour de la thématique de l'empathie, parce que ça nous semblait essentiel. Eh, regarde. Voilà, Charlie Doudou. J'ai rejoint l'association en novembre 2018 et il s'avère que je suivais Agi. Et Agi a posté une fois une photo d'une sans-abri qui s'appelle Camille. Et en fait, cette sans-abri, je la connais. On était dans la même école primaire. Et du coup, ça m'a choqué. Et directement, j'ai pris contact avec Agi. T'es à la menthe? Ouais, Combien de sucre? 2, si c'est possible. Tout est... On les connaît, on se prend dans les bras, on se check, on se fait des blagues, on a leurs coordonnées. Et après, à la fin, il n'y a que des sourires. Je vais les imprimer et je vais te les plastifier peut-être aussi. Des photos parfois exposées, comme ici, dans le local de l'association. Capter des moments, des visages, pour laisser des traces. Et surtout, pour ne pas oublier. Il y a des gens qu'on connaît très bien, comme Lies, comme Michel à Châtelet, Christian, oui, qui adorait le rail. C'était un Roumain qui vraiment écoutait du rail toute la journée. Et des fois, vous croisez des gens que vous rencontrez qu'une fois et qui ont quand même le mérite de vous marquer. Il y a cette notion-là de poser le regard, de poser un regard long. Moi, je suis convaincue que je leur redonne pas de la dignité parce qu'ils l'ont. Elle est juste un peu enfouie à travers effectivement plein de couches d'ignorance, de mépris, de jugement. On peut dire ce qu'on veut, la beauté c'est très relatif. Moi j'adore regarder ces photos parce que je sais qu'à ce moment-là j'ai eu ce sourire, j'ai eu ce regard. La moyenne de décès à la rue, elle est de, je crois, 48 ans. Donc effectivement, à chaque fois que je déclenche, j'ai forcément ce truc en tête. Gégé qui est derrière moi, il a 70 ans aujourd'hui, je crois. Donc il défie cette loi-là, mais pour combien de temps? C'est ça qui, des fois, peut me hanter un peu, quoi. La dignité humaine ne connaît ni frontières culturelles, ni barrières religieuses. Elle est commune à tous les êtres humains. Le centre Joseph Wrezinski, situé à Bahia en France, préserve toutes les archives du mouvement ATD Quart Monde, engagé pour mettre fin à l'extrême pauvreté depuis plus de 60 ans. Joseph Wrezinski est le fondateur du mouvement international ATD Quart Monde. ATD qui veut dire agir tous pour la dignité.
C'est une personne qui elle-même a vécu la grande pauvreté dans son enfance et qui savait ce que cela signifiait d'humiliation, de colère, de résistance. La notion de dignité est centrale, c'est là que se situe le combat de chacun pour vivre debout. Cette dignité-là, elle est inaliénable, hein. C'est comme c'est écrit sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas y toucher, mais c'est vrai que parfois, elle est complètement enfouie, elle est complètement niée. La photographie permet de se voir autrement, à travers le regard de l'autre, et surtout si le photographe a un regard positif, on peut se redécouvrir et on peut reprendre confiance en soi, on peut se redresser, parce qu'une photographie a capté un moment magique, que ce soit avec des enfants dans les bibliothèques de rue, que ce soit dans n'importe quelle action. C'est le pouvoir de la photographie ou de l'art de redonner ce qu'on ne voit pas soi-même quand on est dans l'action, dans la vie. Les personnes en situation de pauvreté, la société veut les invisibiliser. Et même parfois ils réussissent parce qu'ils se sentent du moins que rien, des inutiles. Alors que justement, quand sa dignité est en action, une personne va pouvoir agir. Quand depuis toujours on vous dit « toi, t'es bête, toi, tes idées, ce que tu dis, ça n'a pas de valeur », c'est tout un chemin pour que ces personnes justement reprennent conscience qu'elles ont cette dignité, cette humanité, cette capacité à participer à bâtir une société plus juste. Quelques jours après la réalisation de ce reportage de Noa El Hamouchi, et s'est produit un drame. Youssef Hadji, de quoi il s'agit? Je te laisse expliquer. Malheureusement, Saïd nous a quittés. Saïd qu'on a vu dans le reportage. Qu'on a vu, à qui on offre, à qui Hadji offre le parfum, avec qui je blague par rapport au résultat du Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Il nous a quittés. Ça faisait 8 ans. Hadji, ça devait faire, je pense, 10 ans qu'elle le connaissait, d'un arrêt cardiaque, malheureusement. Et c'était très, 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 très dur. Alors, quand on l'a appris, nous avons décidé tout simplement de dédier cette émission à la mémoire de Saïd, qui est présent dans cette émission. Et j'imagine qu'il est présent dans votre esprit. Alors, on continue évidemment. Je me tourne tout de suite vers Dorothée. Dites-moi, aussi bien les drames de l'histoire que vous avez racontés, qui vous ont sensibilisé, et les drames au quotidien. En réalité, la différence, elle est où? Elle n'est pas dans la souffrance, elle est dans l'humiliation, elle est dans quoi? Quel est le lien entre les deux? Peut-être au niveau de l'émotion. Enfin, là, c'est vrai qu'on a été très bouleversés. Moi, je ne l'ai pas rencontré, Saïd, mais vous en faites un beau portrait. Et je pense qu'il y a ce bouleversement d'une humanité commune et de ce que ça signifie, en fait, de perdre la vie après une vie comme ça à la rue, une vie un petit peu d'errance. Et je pense que les drames historiques comme la colonisation a créé beaucoup d'errance. D'errance aussi spirituelle, intérieure. Et j'ai envie de dire paix à son âme. Paix, voilà, je pense qu'on est tous émus sur le plateau. Mais en tout cas, voilà, c'est de se dire que ce qui arrive aujourd'hui est arrivé hier et en même temps nous rassemble dans une humanité. Et c'est ça qui est aussi beau, c'est de célébrer la vie aujourd'hui telle qu'elle est. Alors, on peut témoigner de l'histoire, de la mémoire, de ses blessures, comme le fait justement Dorothée. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement, l'un et l'autre, l'une et l'autre, de pouvoir plonger dans dans les bas-fonds de la société, dans ses malheurs, dans ses souffrances? Quelle est votre motivation? Quel est votre carburant? Moi, mon carburant, c'est les histoires. C'est de découvrir qui sont derrière ce que la société dit d'eux. C'est des sans-abri, c'est pour la société des personnes sans compétences, sans famille, sans histoire. Et ce mot « sans », il me dérange. Oui, ils n'ont pas d'abri, mais tout le reste ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas. Et j'avais envie de redonner ça. Et c'est pas mon rôle de redonner de la dignité. Je pense que c'est l'action de tous les citoyens qui va redonner cette dignité. Mais moi, j'ai pas analysé ce travail-là comme ça. J'ai voulu redonner des histoires, redonner des visages à ce qu'il y a de le moins joli quand on traverse les rues de Paris, malheureusement. Et j'ai surtout voulu leur montrer une image d'eux qui était positive, qui était belle, qui était souriante, qui était pleine de vie.
Et ce travail de mémoire, il est toujours fou. Et on ne se rend pas compte que Saïd, il avait 44 ans et il est décédé de la rue. Et j'ai fait les dernières photos de cette personne pour sa famille. Et pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. C'est le meilleur des carburants qui me fait sortir par vents et pluies en temps de maraude. C'est pas grave, parce que je sais que ça, c'est précieux. Vous donnez de votre temps pour pouvoir restaurer peut-être même l'image abîmée de ces personnes dont parfois beaucoup de monde passe à côté sans les regarder. Bien sûr. Il y a ça, mais il y a aussi la dignité qui manque, en tout cas la blessure de l'histoire, ces deux blessures. Comment, à votre avis, on pourrait restaurer, disons, non pas ce qu'on a perdu, mais restaurer aussi la vérité pour rendre dignité à ces hommes et ces femmes qui ont été malmenés par l'histoire? Mais moi, je pense que déjà les écouter, c'est un peu la même démarche. Hein, c'est créer des espaces pour les écouter profondément dans ce qu'ils ont à raconter, aussi comme vérité, mais aussi universelle. Parce que quand je suis allée filmer un ancien combattant du FLN dans les montagnes près de Mansoura, le village de mon père, et qui nous a vu venir, mon père et moi, il nous a dit vous êtes des chercheurs de vérité et vous êtes vraiment dans le sens de l'histoire et de l'humanité. Et quelque part, il a reconnu que notre intérêt, notre écoute donnait une dignité aussi à son engagement. Et je pense que c'est de reconnaître des parcours et des histoires singulières qui sont finalement peu racontées, auxquelles on n'a peut-être pas encore assez accès. Et qui sont dans d'autres langues. J'entendais que certains de ces sans-abri, comme on les appelle, parlent parfois très mal le français. Oui. Mais voilà, il faut aussi traduire leur réalité dans leur langue. Et c'est ça que je trouve beau, quoi. C'est de nous sortir un peu de notre petit huis clos et de l'ouvrir et d'aller vers l'autre. Ouais, ça va être d'apprendre des termes en bulgare, par exemple, avec Bekir à République lorsqu'on maraude avec lui, ou utiliser Google Trad à chacune de nos interactions. On en apprend vraiment tous les jours. En fait, c'est eux qui nous apportent, vraiment, c'est eux qui nous apportent. Et je me rends compte au début, je pense, j'ai jamais eu ce désir de rendre la dignité, parce que pour moi, ils l'ont d'office, en fait. Ils sont humains, ils l'ont d'office. Et du coup, en fait, je me rends compte maintenant, et je pense que c'est la même chose pour Agi, mais en fait, ils nous apportent énormément, voire même peut-être beaucoup plus que ce que nous, on leur apporte avec une radio, des sous-vêtements. On leur donne du temps, bien sûr, mais ils nous apportent énormément, ça nous permet de relativiser sur la vie, sur plein de choses. Et voilà. Cette dialectique entre la souffrance du passé que votre papa a subie, c'est-à-dire cette guerre d'Algérie, dont les historiens aujourd'hui nous ont dit pratiquement tout sur ce qu'ils ont subi pendant des décennies, la souffrance que subissent ces personnes de la rue qui ont... Parfois, on dit, est-ce qu'ils ont fait le choix de la rue? Pas forcément. Les deux, je crois, on pourrait dire qu'il y a un manque de respect, mais il y a une recherche constante de la dignité. Est-ce que c'est cela votre objectif? Nous avons intitulé cette émission « Dignité, j'écris ton nom ». C'est la fameuse phrase du grand poète Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Mais il n'y a pas de liberté sans dignité, j'imagine. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est sûr. Je pense que la dignité, nous, on la réfléchit pas quand on fait notre action. Elle se réfléchit par l'absence de dignité. C'est cette absence-là dans le regard des passants quand on va faire notre action, qui ont des regards parfois dédaigneux, quand eux nous racontent aussi leur quotidien à la rue. Donc on comprend qu'il y a un manque, mais on ne le définit pas de cette manière-là. On comprend qu'on doit pallier à quelque chose sans se rendre compte que c'est cette histoire de dignité, parce que ça serait vraiment présomptueux de notre part de dire qu'on essaye de leur redonner de la dignité. Nos regards, nos paroles, notre présence le fait sans le dire. Dorothée Myriam Kilou. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée, j'aime bien ce que vous dites, de donner la dignité, mais en fait, quelque part, il nous donne aussi beaucoup de dignité et une place et un sens dans le fait même de s'engager, d'essayer d'écrire, de photographier. Et c'est dans ce lien-là que la dignité se dessine. Mais je suis heureuse de réfléchir aujourd'hui à ce terme. Je suis assez d'accord avec vous, parce que on le réfléchit pas, mais ce que vous venez de dire, c'est assez profond. Grâce à eux, on trouve aussi notre place dans la société.
C'est très étrange de le dire comme ça, parce qu'on est censé être très intégré dans notre société, on travaille, on a une famille. Mais de s'engager pour une cause, quelle qu'elle soit, ça nous place dans la société. Et c'est grâce à eux, en réalité, parce que sinon notre action n'existe pas. Exiger la réparation des humiliations subies dans le passé, dans la mémoire. Exiger aussi la dignité pour ceux pour lesquels vous travaillez. Je crois que le combat de l'histoire et de la mémoire et du présent, je pense qu'il se retrouve là, dans ce combat, en tout cas. Et merci infiniment de nous avoir informés ce matin. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Nous vous laissons avec l'instant Coran maintenant, puis une nouvelle histoire lumineuse qui fait voyager l'esprit. Ça sera Esprit et Lumière avec Fanta Dramé. Bismillahirrahmanirrahim. Man ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Une graine tombée d'un grenadier discuta avec la terre. « Enterre-moi, dit-elle, mais pas trop. Je veux respirer. Arrose-moi, mais sans excès. Je déteste l'humidité. Donne-moi du soleil, mais sache qu'à l'ombre, je bronze mieux. » Par essence, la terre est patiente. Alors elle se contenta de sourire. Puis un enfant vint jouer à cet endroit. Il enfonça la graine du bout du doigt et oublia. Le temps passa, il plut, il fit chaud, puis froid. La graine gémit, gonfla, craqua, perdit son manteau. « On m'arrache, protesta-t-elle. Pourtant, une pointe verte insista et troua le monde. L'hiver la mordit, l'été la tenta, le vent la gifla. Elle tenait bon. À l'automne, des fourmis roublardes emportèrent une fleur tombée. Elles semèrent sans le vouloir. Les ans passèrent, le grenadier offrit des fruits si rouges que les enfants, bouche pleine, en riaient aux éclats. Alors l'arbre se souvint de sa manie de tout négocier. Qui marchande avec l'épreuve, marchande sa récolte. Et qui l'embrasse, récolte sans compter, pensa-t-il. Il remercia la terre de n'avoir cédé à aucun de ses caprices. Placer sa confiance en Allah, ce n'est pas de la passivité. C'est l'art d'ouvrir la main quand la peur la ferme. Et son compagnon, la persévérance, tient la paume ouverte jusqu'à ce qu'elle remplisse sa mission. Merci infiniment d'avoir témoigné ce matin pour le passé, pour votre père, pour tous ceux qui ont vécu ce passé douloureux, mais également pour ceux pour lesquels vous veillez jour et nuit. Merci pour eux, justement. La matinée, les chemins de la foi se poursuivent. Vous pouvez consulter nos programmes sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain sur France 2. Au revoir.